Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, comme je n'ai pas l'habitude de parler en public, au micro, etc., je suis très impressionnée. Donc, je préfère lire ce que j'ai à dire. Voilà, ce sera plus simple pour moi et pour vous aussi. Alors, l'idée première de cette soirée a pris naissance dans le cadre d'un atelier recherche d'alternatives créé au sein de l'Université populaire, qui est animé par André Kuhlberg, et où nous sommes plusieurs à travailler sur la question des droits des femmes. Ce soir, vous allez entendre et pouvoir échanger avec des représentantes d'associations féministes. Marie-Pierre Grostet, présidente d'Oser le féminisme 13 AX. C'est Marie-Paul. Oui, Marie-Paul. Pourquoi? Excuse-moi. Noura Rad, présidente de Forum Femmes Méditerranée à Aix. Daniela Lévy, présidente du collectif 13, qui va bientôt arriver, très bientôt. Marianne Joubert, membre de la section des droits des femmes de la Ligue des droits de l'homme à Aix. Claire Ricciardi, du planning familial. J'en profite pour vous énumérer la liste d'autres associations féministes locales, comme l'ATMF, Mauvais Genre, qui est une association qui est créée depuis peu au sein de Sciences Po, à Aix, la Zonta, le Mouvement du Nid, SOS Femmes Battues, Femmes 3000, Déméter Corps et Stop Violence Femmes. Désolée pour les associations que j'ai oubliées, parce que bon, je ne les connais pas toutes, il y en a beaucoup. Un point particulier important, c'est que depuis plusieurs années, ces associations ont la volonté de se regrouper pour mener des actions communes. On ne penserait pas qu'il y a autant d'associations féministes à Aix et qui luttent quotidiennement pour le droit des femmes, ou plutôt autant de femmes qui luttent, car même si ces associations sont mixtes, ce sont majoritairement des femmes qui en sont des membres actives. Et nous sommes heureux de constater qu'il y a de plus en plus d'hommes féministes et qui se mobilisent. Alors ce soir, elles vont vous parler du sexisme. Qu'est-ce que le sexisme? Donc je vais vous donner une définition. Le sexisme est une attitude discriminatoire basée sur le sexe ou une idéologie se fondant sur l'adhésion des croyances discriminatoires basées sur le critère de sexe. Il s'appuie en particulier sur des stéréotypes de genre, c'est-à-dire des croyances concernant des caractéristiques généralement associées aux femmes et aux hommes. Ce terme est apparu dans les années 60-70 avec le nouvel essor du féminisme. Ce mot sexisme, calqué sur racisme, a pour vocation de dénoncer les croyances, valeurs et attitudes fondées sur des modèles stéréotypés et intériorisés, ou en d'autres termes, une société sexuellement discriminatoire. Donc je conclurai, parce que je vais lui laisser la parole, elles ont beaucoup de choses à dire. Je conclurai en disant que la discrimination sexiste, tout comme la discrimination raciste, touche à l'intégrité de la personne. Elle touche aux droits fondamentaux de la personne. C'est donc à la société d'y remédier. Voilà, merci, et je laisse la parole à Marie-Paul Grostet. Oui, merci Vilma. Alors, bonjour à toutes et à tous. J'ai donc le devoir de vous parler de sexisme et de faire un petit peu les contours et essayer de montrer quelles sont les formes que prend le sexisme. Et puis ensuite, Noura passera à une autre dimension du problème. Alors, d'abord, merci à toutes et à toutes d'être là, parce que parler de sexisme, c'est pas si simple. C'est un sujet qui fâche. Il suffit que l'on soit autour d'une table en famille ou bien dans le cadre d'une activité quelconque, professionnelle ou pas d'ailleurs, pour que si on aborde cette question, en fait, ça vire souvent bien, parce que la plupart d'entre nous,
la plupart des femmes et des hommes pensent qu'elles ne sont pas sexistes. Parce qu'il est avéré qu'on est à une époque, en France en tout cas, où le mot est reconnu au même titre que le racisme aussi, est considéré comme quelque chose contre quoi il faut lutter. C'est la même chose pour le sexisme, donc chacun d'entre nous pense ne pas l'être. Et en même temps, chacune de nous peut décrire à une distance plus ou moins grande dans le temps, mais chacune des femmes qui va être présente là va être capable de décrire une situation de sexisme qu'elle a vécue. Donc face à cette réalité, on pourrait être tenté de penser que le sexisme a toujours existé, que finalement c'est inhérent à la nature humaine et que finalement on peut proposer un certain nombre de lois, de règles, mais que quelque part c'est lié à l'attitude des humains, des hommes vis-à-vis des femmes. Alors ça évidemment, ici, moi ce que je vais essayer de vous montrer, c'est combien en essayant de décrypter les formes de sexisme, on arrive à comprendre que en fait c'est un système qui imprègne nos modes de fonctionnement, nous les humaines et les humains, et ça nous imprègne à un point tel qu'on n'est pas forcément consciente de cette réalité. Donc déjà, essayer de comprendre ce que c'est que le sexisme, déjà c'est un premier pas vers la lutte contre ce qu'est ce sexisme. Et puis ensuite, donc Noura pourra aborder une autre dimension de cette question-là. Je ne veux pas empiéter sur sa partie, donc voilà. Alors, rapidement, moi ce que je me suis proposé de faire, c'est dans quelques domaines qui sont énumérés sur cette diapositive, dans le monde du travail, dans la rue, sur Internet, dans la culture populaire, dans la langue ou dans les manuels scolaires. Là, par exemple, on va avoir du sexisme qui va s'exprimer sous différentes formes. Et j'aurais pu aussi choisir le domaine de la famille, hein, qui est aussi un vaste domaine dans lequel s'exprime le sexisme. Bon. Donc voilà, il fallait faire un choix et puis être assez rapide pour ne pas vous ennuyer non plus, pour qu'on ait le temps de discuter aussi ensemble par la suite. Alors, je vais essayer de me débrouiller avec ça. Alors, voilà, donc pour ce qui concerne le domaine de l'activité professionnelle, vous savez sans doute déjà des tas de choses. Alors, on peut dire que le monde du travail, c'est un monde sexiste, que ce soit le monde de l'entreprise ou le monde de la fonction publique. Hein, c'est une erreur de croire que c'est dans le domaine du privé, que tout va bien dans le public. Là, il y a quelques chiffres qui nous permettent de faire apparaître en quoi le monde du travail est sexiste. Alors, il est sexiste parce que déjà, quand on interroge les femmes, elles disent que 80% d'entre elles disent qu'elles ont été ou elles sont régulièrement confrontées à des attitudes ou des remarques sexistes. Et comme il existe depuis 2015 une loi qui qualifie et qui permet de pénaliser l'attitude sexiste dans le monde du travail, eh bien, en février 2018, là, très récemment, une enquête a montré qu'une femme sur 5, c'est-à-dire 20%, est réellement en train de subir dans son travail des attitudes sexistes, du harcèlement sexiste, qui est pénalisable par la loi. Bon. Ensuite, le sexisme, il s'exprime aussi par le biais de l'emploi des temps partiels, puisque la plupart des femmes en âge de travailler sont, en France en tout cas, des femmes actives. Malgré tout, la plupart des emplois à temps partiel sont des emplois féminins, et ces temps partiels, eh bien, ils interrogent en fait le fonctionnement sexiste de la famille, puisque dans ces temps partiels, il y a des temps partiels réputés choisis, soi-disant, mais en réalité subis du fait de l'inégalité de la répartition des tâches à la maison, entre les femmes et leurs compagnons. Et puis, il y a tous les temps partiels subis, qui sont liés au fait que, encore actuellement, dans l'entreprise, on considère que pour une femme, travailler, c'est un peu annexe, alors que c'est tout à fait fondamental pour la réalisation
d'un homme. Bon, sans compter les 9,3% de femmes qui ne sont pas employées en fonction de la qualification qu'elles ont obtenue. Donc il y a cet aspect-là. Il y a aussi évidemment les inégalités de salaire. Alors à quelle hauteur les inégalités de salaire? Là, il y a 18,6%, on nous annonce plutôt 26%. Bon, selon les façons de mesurer les inégalités, elles sont plus ou moins importantes, mais en tout cas elles existent et puis elles sont prégnantes et elles perdurent. Et elles sont une réalité qui est tout à fait inadmissible, évidemment. Et puis enfin, il y a des concepts qui sont apparus dans les entreprises, qui sont les concepts du plancher collant. Donc le plancher collant, c'est le fait que les femmes démarrent leur carrière à un certain salaire et puis elles ne progressent pas. Elles sont collées au plancher. Ensuite, il y a le concept de plafond de verre, que sans doute beaucoup d'entre vous connaissent, qui consiste à ce que les femmes n'arrivent pas à gravir des échelons dans l'entreprise ou dans la fonction publique d'ailleurs, puisqu'on n'imagine pas qu'une femme puisse par exemple être en même temps une mère par exemple, et puis aussi avoir une ambition professionnelle. Et c'est comme ça que les femmes ne sont pas PDG, et plus on descend dans les hiérarchies, plus la proportion de femmes s'accroît bien entendu. Puis enfin, j'ai découvert récemment un dernier concept qui s'appelle la falaise de verre. Alors la falaise de verre, c'est l'idée que quand il y a une situation difficile à gérer, eh bien on va plutôt envoyer une femme. Vous voyez, genre le Brexit avec Theresa May, ou bien, bon, c'est pas le monde de l'emploi, ça, hein, c'est le monde de la politique, mais il y a le job du Brexit à gérer. Bon, on sait bien que par exemple, quand enfin en politique, quand une circonscription n'est pas gagnable, eh bien le parti va mettre une candidate plutôt qu'un candidat. Voilà, et ça s'appelle la falaise de verre. Bon, donc le monde du travail est sexiste de plein de manières. La manière la plus flagrante, c'est évidemment toutes les remarques que les femmes essuient dans le monde du travail. Bon, là, vous avez quelques exemples qui sont répertoriés sur le site gouvernemental du secrétariat d'État des droits des femmes. Voilà, les blagues sur les blondes, les directeurs qui pensent que les femmes ne peuvent pas être à des postes de direction, ou qui trouvent qu'il y a trop de femmes. Il y a trop de femmes dans l'éducation, il y a trop de femmes dans la médecine, il y a trop de femmes dans le secteur vétérinaire, par exemple, c'est le secteur que je connais. Bon, voilà, il y a trop de femmes, il y a trop de femmes. Bon, il y a aussi tout ce qui concerne les allusions au caractère décoratif que peut représenter une femme dans le monde du travail. Et donc on va mettre, moi on m'a dit une fois, bon tu es décorative, va donc à cette réunion. C'est-à-dire on va envoyer une femme, non pas pour ses compétences, mais parce qu'elle va faire peau de fleurs. Bon, voilà, donc toutes ces agressions, ces agissements sexistes sont qualifiés par la loi, ce qui est un grand progrès depuis 2015, mais il n'empêche que quand les femmes dénoncent des agressions sexistes, d'abord elles le font rarement, et quand elles le font, elles perdent leur emploi. Donc 95% des femmes perdent leur travail quand elles dénoncent des faits de harcèlement au travail. Ce sont des chiffres qui ont été élaborés par cette association fantastique qui s'appelle l'AVFT, l'Association contre les violences faites aux femmes au travail. Donc évidemment la crainte de dénoncer est justifiée dans la mesure où on risque d'être licencié, et il s'avère que pour les entreprises c'est finalement plus rentable, et ça va plus vite, de licencier la femme qui a dénoncé un harcèlement plutôt que de mettre vraiment en place une politique de prévention. Alors il faut que je me dépêche parce que j'ai déjà passé trop de temps sur le travail. Alors si on passe au domaine de... Alors, est-ce que je vais m'en sortir moi de mon truc là qui est... oui, alors je descends, hop, dans la question du harcèlement de rue, bon, qui fait beaucoup parler de lui. Donc au départ, en 2012, on a cette vidéo amatrice, cette femme belge qui a tourné un film sur ce qu'elle vivait au quotidien quand elle sortait de chez elle. Et où, voilà, quand elle sort de chez elle, on va entrer dans son
entrer en relation avec elle alors qu'elle est là pour aller d'un point A à un point B, bref, comme tout à chacun. Elle est en principe libre dans l'espace public. Et là, on va l'interpeller, un homme va l'interpeller. Ça peut être ce qu'on appelle le sexisme bienveillant, c'est-à-dire ça va être flatteur éventuellement. Mademoiselle, t'es belle comme un pigeon. Et puis, si elle ne répond pas, ça va très vite dégénérer vers les insultes. Donc, ça, c'est quelque chose de très important parce que finalement, la plupart des hommes ne sont pas nécessairement sensibilisés à cette question du harcèlement de rue, dans la mesure où, quand ils sont avec une femme qui est avec un homme, on ne va pas la harceler. Donc, ils ne sont pas forcément conscients de l'existence de ce harcèlement de rue. Ensuite, il y a Anaïs Bourdet, qui est une blogueuse marseillaise d'ailleurs, qui a ouvert ce fameux blog qui s'appelle Paye Tachnek. Tachnek, ça veut dire ton sexe féminin, dans lequel les femmes se sont mises à raconter ces faits de harcèlement de rue. Oser le féminisme, en 2015, a fait une enquête dans le métro qui a révélé que 100% des femmes subissaient des agressions dans les transports en commun. Et puis à partir de là, il y a eu un grand nombre de blogs qui ont suivi. Voilà quelques-uns, mais ils sont très très nombreux. Paye ta blouse, c'est pour le sexisme dans le monde de la médecine. Paye ta fac à l'université. Paye ton bahut au lycée. Paye ton pourboire, je sais pas trop. Paye ton sport, c'est dans le monde du sport. Ton journal, ce sont les journalistes, les femmes journalistes. Paye ta conduite, c'est les femmes au volant. Hein. Quelle est la femme qui s'est pas faite insulter en conduisant? Enfin, bon. Ta robe, parce qu'on est habillé en robe, au travail, par la police, dans les relations de couple, etc. Chère collaboratrice, c'est la promotion canapé. C'est toutes les femmes qui se voient proposer, de coucher avec leur supérieur hiérarchique. Et elles sont nombreuses. Voilà, donc pour lutter contre ce harcèlement, une fois qu'on l'a identifié, mesuré, on sait que des solutions sont possibles. Il y a la loi, certes, mais il y a aussi, par exemple, des campagnes qui permettent de proposer aux femmes des appels, des numéros d'appel d'urgence, 3117. Ça, c'est une campagne qui a été menée récemment en Île-de-France, qu'on considère comme étant ne pas être très à droite, parce que vous voyez que on représente l'agresseur comme étant un prédateur. Or, l'agresseur peut être, en général, quelqu'un de tout à fait ordinaire, qui va être tout à fait sympathique dans une autre situation. Bon, voilà. Donc ça, c'était pour vous parler du harcèlement de rue, mais je pense que si vous êtes là, sûrement déjà sensibilisé. Après, je voulais vous dire un mot du cybersexisme. Le cybersexisme, c'est effectivement tout ce sexisme qui règne sur Internet à l'endroit particulièrement des femmes et des jeunes femmes, des adolescentes en particulier. Donc le cybersexisme, ça consiste à ce que, par exemple, des jeunes filles envoient une photo parce qu'elles ont un copain qui la leur demande, et puis elle va être postée ensuite sur les réseaux sociaux, et puis les jeunes gens ne savent pas nécessairement que cette photo va perdurer sur les réseaux sociaux toute leur vie durant. Donc le site stopcybersexisme.com est un site vers lequel on peut se tourner pour essayer de dépister ces pièges, mais c'est plutôt le rôle des formateurs et des formatrices de l'enseignement, de l'école, donc de mettre les jeunes filles et les jeunes gens en garde par rapport à ce risque. Donc à l'heure actuelle, le centre Hubertine-Auclair, qui est un centre qui existe en Île-de-France, a mesuré que donc une fille sur 5 de 12 à 15 ans déclare avoir été confrontée à des violences à caractère sexuel via des outils numériques. Alors ces violences, elles sont telles que elles peuvent avoir une issue dramatique. Donc en France, il y a 3 à 4 suicides d'adolescentes chaque année. Donc là, c'est le petit mot que nous laisse Marion Fraisse, 13 ans, élève de 4e dans un collège de l'Essonne, qui s'est pendue au porte-manteau de sa chambre puisqu'elle ne pouvait plus aller au collège. Elle s'y sentait trop mal tant elle avait été insultée, harcelée par les élèves de sa classe.
Donc ça, c'est le cybersexisme qui touche principalement des jeunes filles, mais qui peut aussi toucher des femmes adultes. Et face à ce cybersexisme, eh bien, donc les cyberviolences présentent des tas de formes. Je ne vais pas les énumérer là, mais en tout cas, la loi en France est là pour pénaliser ce cybersexisme. Vous voyez toute une série de peines, d'amendes qui sont prévues en fonction du degré de gravité de ce cybersexisme. Donc on se dit, on est outillé, ça devrait fonctionner. Eh bien, cela ne fonctionne pas. Cela ne fonctionne pas parce que du côté des plateformes Facebook, Twitter, etc., en fait, quand on signale le harcèlement sexiste, eh bien, alors que ces réseaux sociaux sont très prudes, dès qu'il y a une poitrine avec une photo un peu dénudée qui est dénoncée, elle va tout de suite disparaître. Pour ce qui concerne les contenus violents vis-à-vis des jeunes filles ou des adolescentes, eh bien, ça continue à perdurer. Donc l'impunité est la réalité malgré la loi, comme c'était le cas dans le milieu du travail. Alors ensuite, il y a tout le domaine de la culture populaire, le cinéma, les jeux vidéo. Ah, il veut absolument nettoyer je ne sais quoi là. Alors, donc la culture populaire, c'est par essence même très populaire, donc ça concerne chacun de nous. On aime aller au cinéma, éventuellement regarder des séries, des bandes dessinées. Donc dans ce secteur-là, les hommes sont représentés de manière caricaturale, très stéréotypée, violents, sans émotion. Les femmes, au contraire, elles vont être souvent hypersexualisées, représentées avec des comportements de femmes qui ont besoin d'être protégées, discrètes, essentiellement gouvernées par leurs émotions, s'occupant beaucoup de leur façon de se maquiller, de se coiffer, de s'habiller. Donc on voit assez peu de super-héroïnes, de super-sportives, de chanteuses. Donc on ne les voit pas dans ces rôles et en plus elles ne sont pas nombreuses. Alors sur ces deux aspects-là, on a deux outils de mesure. Il y en a un qui s'appelle le syndrome de la Schtroumpfette. Alors le syndrome de la Schtroumpfette, donc il a été défini par Catapolite en 1991. Donc cette personne a donc fait apparaître que dans un grand nombre de films ou de séries de jeux vidéo, les femmes étaient soit inexistantes, ou quand elles existaient, il n'y en avait qu'une, un peu comme la Schtroumpfette dans le village des Schtroumpfs. Et à ce moment-là, elle représente un stéréotype de ce qu'on va considérer comme étant la femme. Donc il y a la femme, elle va être en jupe, voilà, parce que ça fait joli éventuellement. Elle va être faible, elle va être habillée en rose éventuellement et assez en retrait, sans jamais être très active dans l'histoire. Elle va être là pour faire joli. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le syndrome de la Schtroumpfette. Et alors, si on veut lutter contre ce syndrome, on va donc être amené à proposer des films, par exemple, dans lesquels les femmes vont être plus nombreuses et puis elles vont avoir des rôles actifs. Oui. Donc, merci. Donc, ça a été le cas dans SOS Fantôme. Je ne sais pas si vous connaissez ce blockbuster-là, SOS Fantôme, avec des hommes. Donc, il y a un remake qui a été tourné en 2016 avec 4 héroïnes, jouées par 4 comédiennes. Et ben, c'est un film dont la bande-annonce a reçu tellement de commentaires sexistes que ça a été classé comme étant la vidéo la plus détestée de l'histoire sur YouTube. Donc ça, c'est le syndrome de la Schtroumpfette. Et l'autre test dont je voulais vous parler, c'est le test de Bechdel. Donc Bechdel, c'est une autrice de BD qui a proposé le test suivant. Donc, à savoir que
il s'agit de savoir si dans une BD, dans un film, dans un jeu, il y a au moins 2 femmes identifiables, c'est-à-dire il ne faut pas seulement que ça soit des images, il faut qu'elles aient un nom, qu'on puisse les identifier, qu'elles ne soient pas désignées comme la mère ou la fille, etc. Ensuite, il faut qu'elles parlent toutes les 2 ensemble, et il faut qu'elles parlent d'autre chose que d'un personnage masculin. Alors si on applique ce test-là aux films aux 4000 films passés au travers de ce test entre 1970 et 2016, il y en a 40% qui ne passaient pas le test. Voilà, et parmi ces 40%, évidemment, 2 très grands titres comme Le Seigneur des Anneaux, Men in Black, etc., Shrek, Ratatouille. Donc ça, c'est le test de Bechdel qui montre le sexisme dans la culture populaire. Voilà. Donc les filles ont besoin de modèles, elles ont besoin de savoir qu'elles peuvent faire du sport, elles peuvent par exemple tirer à l'arc. Vous avez là Jennifer Lawrence qui a interprété l'héroïne de Hunger Games et qui a déclenché une vague d'inscriptions dans les clubs de tir à l'arc par la suite. Ou alors, pour ce qui concerne les femmes noires qui sont encore moins représentées que les autres, on a cette déclaration de Whoopi Goldberg qui, quand elle avait l'âge de 9 ans, a regardé la série télévisée Star Trek et en voyant cette héroïne qui s'appelle Uhura, je crois bien, oui, Uhura, a été ravie de dire à sa mère qu'enfin elle voyait une dame noire à la télé et que cette dame noire n'était pas une servante et qu'à partir de là, elle a su qu'elle pouvait devenir tout ce qu'elle voulait. Donc, ces modèles-là ont un impact évidemment réel dans la manière dont les filles et les femmes se représentent et dans les projections qu'elles font de ce qu'elles peuvent devenir. Alors, en principe, j'ai dépassé le temps. Là, il me reste combien de temps? Non, ça va, j'ai encore 5 minutes? D'accord. Je parle trop vite, c'est ça? Oui, je vais trop vite. Bon, allez, je vais moins vite. Alors, la langue française. Vaste sujet. Le masculin l'emporte sur le féminin. Qui n'a pas été choqué par cette règle de grammaire quand elle est arrivée à l'époque de sa vie où on la lui a enseignée? Voilà, alors cette règle, elle veut qu'effectivement, dans cette phrase, par exemple, si on a un tabouret, qui est un objet, un nom masculin, et 1000 femmes qui sont pris en photo, eh bien, ils sont pris en photo, ils ne sont pas prises en photo. Donc, cette règle, où même les objets masculins l'emportent sur les femmes humaines, fait partie des règles de la langue française contre laquelle nous, féministes, contre laquelle nous nous inscrivons. Cette règle n'a pas été une règle pendant tout le temps de l'existence de la langue française, puisqu'elle apparaît au cours du XVIIIe siècle. Auparavant, on appliquait la règle de la proximité. Donc ça veut dire que si je transforme ma phrase « un tabouret et 1000 femmes sont pris en photo » et que j'applique la règle de la proximité, les 1000 femmes étant plus proches du verbe, je vais dire « un tabouret et 1000 femmes sont prises en photo ». Et voilà, cette règle n'est pas si ancienne. Ça fait partie des moyens de lutter contre le sexisme qui existe dans la langue française. Et donc, il y a un certain nombre de principes qu'on peut proposer pour écrire de manière non sexiste. Il y a donc le principe d'accorder en genre et en nom les noms de fonctions, les grades, les titres, et puis user du féminin et du masculin successivement, soit en l'énumérant, soit en respectant l'ordre alphabétique, soit en utilisant le point milieu. Je pourrais l'expliquer éventuellement aux personnes qui ne savent pas ce que c'est, soit utiliser des termes épicènes, c'est-à-dire des termes qui désignent aussi bien, qui sont valables aussi bien pour le masculin que pour le féminin. On va dire adulte, qui désigne aussi bien des femmes que des hommes, bénévoles, collègues, etc. Voilà, donc la langue est sexiste, évidemment, hein, elle est le véhicule de cette discrimination. Et puis enfin, il y a, pour les plus jeunes,
les manuels scolaires. Donc ils ne font pas exception à la règle du sexisme. Les manuels scolaires sont sexistes. Ils sont sexistes parce que les femmes sont invisibles dans les manuels scolaires. Il n'y a pas que dans les manuels scolaires qu'elles le sont, invisibles d'ailleurs. Là, par exemple, on a cette physicienne Lise Meitner qui n'a pas reçu de prix Nobel, à l'inverse de son collègue Otto Hahn, alors qu'elle a travaillé avec lui et pendant beaucoup plus longtemps que lui. Elle a travaillé pendant une 30aine d'années sur la fission nucléaire. Personne ne la connaît. C'est la même chose pour la découverte de l'ADN avec Rosalind Franklin, qui s'est fait voler ses photos de la molécule d'ADN au rayon X par Watson et Crick, qui eux ont eu un prix Nobel. Donc évidemment, dans des tas de domaines, celui des sciences que je connais un peu plus que les autres, le sexisme existe et les femmes ne sont pas citées à un point tel que beaucoup de chercheuses ont décidé de changer leur prénom en un prénom masculin, ce qui permet d'augmenter le nombre de lecteurs et lectrices de leurs publications. Et évidemment, les manuels scolaires continuent à aller dans le même sens, puisque les femmes sont représentées dans des rôles stéréotypés de maman ou quand elles existent, puisqu'elles sont aussi moins nombreuses que les garçons dans les manuels scolaires. Il y a moins de femmes que d'hommes dans les manuels scolaires, et quand il y a des femmes, elles sont dans des rôles stéréotypés. Tout ça fait que en février 2017, dans Science, une étude très sérieuse a montré que dès l'âge de 6 ans, les petites filles se percevaient comme étant moins intelligentes que les petits garçons. Voilà, bon, j'ai été évidemment un peu trop longue. Je vais céder la place la parole à Noura. Bonsoir. D'abord, je vous remercie toutes et tous de votre présence et je tiens à remercier Vilma et Violette et toutes les personnes qui se sont investies pour l'organisation de cette soirée. Alors moi, je vais essayer de vous présenter brièvement, mais aussi je vais essayer d'être claire, le sexisme d'un point de vue juridique, c'est-à-dire le droit et le sexisme. Et la question que je vais poser, c'est de savoir si le droit est-il sexiste. Donc, si le droit est influencé par des agissements sexistes, s'il prend ces agissements et il les protège dans les lois, et si le droit reproduit le sexisme, c'est-à-dire à travers les dispositions législatives, le droit reproduit ces stéréotypes de genre pour distinguer entre hommes et femmes, pour placer les femmes dans une position inférieure, d'infériorité et de dépendance par rapport aux hommes. Et pour commencer, je dois préciser que je vais traiter ce sujet à partir du droit pénal. Mais pourquoi le droit pénal ? Parce que cette branche de droit qui est normalement censée sanctionner tout ce qui est socialement intolérable, on s'aperçoit directement que ce droit lui-même, à une certaine époque et jusqu'à aujourd'hui, incarne les stéréotypes de genre, protège ces stéréotypes et les reproduise. Donc, le droit pénal, parce que c'est un droit qui est censé réprimer tous les actes socialement intolérables, qui est censé protéger l'intégrité et la dignité des personnes, de lutter contre les discriminations et d'établir une égalité. Mais malheureusement, à travers la lecture des codes pénaux dans divers pays, et comme je travaille dans les pays de l'Euroméditerranée, alors j'analyse plus précisément les codes dans les pays de l'Euroméditerranée, on s'aperçoit directement que ces codes soit implicitement reproduisent les stéréotypes de genre, soit de façon très explicite, on discrimine entre hommes et femmes dans les lois pénales. Comment le droit pénal incarne ces stéréotypes de genre? Par 3 façons. Soit en ignorant des actes de discrimination ou de violence, c'est-à-dire on ne trouve pas du tout ces violences dans le code pénal, elles ne sont pas qualifiées juridiquement
et ne sont pas réprimées. Alors, quand les femmes subissent ces violences, elles ne peuvent pas s'adresser ni aux autorités policières, ni aux autorités judiciaires pour les dénoncer parce qu'il n'y a aucune loi qui les pénalise. Deuxièmement, soit au contraire, en pénalisant des actes qui relèvent de la liberté de choix, de la liberté de décision des femmes plus spécifiquement. C'est le cas, par exemple, de la pénalisation de l'avortement. Troisièmement, soit en tolérant la commission de certains actes discriminatoires et inégalitaires, en accordant aux agresseurs, notamment aux hommes, des circonstances atténuantes ou des excuses absolutoires. Ce sont les trois moyens par lesquels le droit incarne et reproduit les stéréotypes de genre. Donc, pour commencer, il est vrai que le droit a évolué dans beaucoup de pays de façon très considérable, comme c'est le cas en France, et il a évolué de manière très très lente et limitée dans d'autres pays comme les cas des pays arabes, mais cette évolution reste lacunaire et limitée. Pourquoi? Parce qu'en analysant les dispositions pénales, on s'aperçoit qu'il existe des lacunes au niveau de la rédaction des lois, c'est-à-dire soit le législateur il va proposer des dispositions, par exemple réprimant les violences, mais en utilisant des termes qui sont très larges, très flous, et il laisse l'appréciation au juge, soit en ne précisant pas des éléments objectifs pour pouvoir prouver ces violences et ces discriminations, soit par exemple en exigeant des conditions qui sont très strictes pour pouvoir prouver la commission d'une violence, pour pouvoir la qualifier juridiquement et pour pouvoir poursuivre et condamner les personnes auteurs. Ensuite, c'est vrai que le droit, c'est le travail du législateur, mais il ne faut surtout pas oublier que ce droit est interprété par des autorités policières et il est interprété et appliqué par des juges. Alors, si ces personnes ne sont pas assez formées et sensibilisées sur ces questions, sur le sexisme, sur les stéréotypes de genre, sur la différence dans les rôles sociaux entre femmes et hommes, ces personnes qui ont du pouvoir vont reproduire les stéréotypes de genre, vont interpréter leurs droits à leur façon, et alors ils vont reproduire les mêmes discriminations et inégalités. Donc, pour résumer, et avant de donner des exemples plus concrets, le droit pénal est une production sociale. Le législateur va voir les mentalités, les comportements de genre, et ensuite il va dégager les lois pénales. Donc c'est pourquoi il faut aujourd'hui une lutte contre les stéréotypes de genre. C'est vrai que la loi peut imposer la lutte contre les discriminations, mais il faut aussi une lutte contre les stéréotypes de genre pour que ce droit soit effectif. Et c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, en tant qu'association féministe et militante, nous travaillons beaucoup sur ce sujet de stéréotypes de genre. Nous essayons de sensibiliser les gens, les personnes qui ont de l'autorité, les autorités policières, les juges, sur ces questions-là, pour pouvoir interpréter les dispositions, les lois de façon exempte de stéréotypes de genre et les appliquer effectivement. Et donc, pour donner quelques exemples plus concrets sur le droit pénal et le sexisme, je vais commencer par la France, je vais être brève. Je vais commencer par un point positif. Par exemple, en 2016, le législateur français, pour la première fois, a pris en considération cette perspective de genre et en légiférant dans le domaine de la prostitution. Et alors, il a vu que les femmes sont des victimes de ce phénomène, et donc la prostitution, les femmes ne sont pas auteurs de ces infractions pénales, elles ne doivent pas être pénalisées, mais au contraire, elles doivent être assistées pour pouvoir sortir de ce phénomène, et ce sont les clients qui doivent être réprimés. Donc c'est à partir de cette perspective que le législateur a changé la loi, il a réformé la loi, il a supprimé le racolage, la pénalisation du racolage, et il a considéré que les femmes sont des victimes qui ont besoin, les procès sont des victimes qui ont besoin de l'accompagnement juridique. Ensuite, ça c'était un point positif. Un autre point positif, c'est
aussi, en 2016 ou en 2017, c'est la pénalisation des agissements sexistes dans le code pénal, après que Marie-Paul a parlé du code de travail. Donc les agissements sexistes ont été reconnus en 2017 par la loi de 2017 dans le code pénal en tant que discrimination fondée sur le sexe. C'est bien, le législateur a pris en considération ce sexisme, ces discriminations fondées sur le sexe, mais d'un autre côté, le législateur ne prévoit aucun élément objectif permettant aux femmes victimes de ces discriminations de pouvoir les prouver et alors de déposer plainte. Et donc, pour continuer dans cette logique, il appartiendra au juge d'apprécier l'existence d'agissements sexistes, et là, tout dépend de la mentalité et de la formation des juges. Troisième exemple qui est un peu négatif, c'est où on déduit que le droit est lacunaire, ou le droit est influencé par les stéréotypes de genre et reproduit les stéréotypes de genre. C'est par exemple dans la répression du viol et des autres agressions sexuelles dans le droit pénal français. Donc oui, le législateur réprime le viol, définit le viol, mais le législateur exige des conditions très strictes pour pouvoir prouver qu'une femme ou bien qu'une personne a été victime de viol. Donc ce sont des conditions très strictes et parfois voire impossibles. C'est la raison pour laquelle ces actes sont très rarement dénoncés. C'est la raison pour laquelle les condamnations n'aboutissent presque jamais. On a 1% des plaintes qui aboutissent à des condamnations. Et donc, c'est comme si ce sont les femmes qui sont responsables de cette infraction et pas les agresseurs. Et là, alors, on a aussi une reproduction des stéréotypes et une stigmatisation des femmes qui vont être revictimisées, encore une fois, sans parler aussi de la façon dont ces femmes sont accueillies, sont entendues, sont harcelées, si elles sont prises au sérieux ou pas. Deuxième chose dans la pénalisation du viol, c'est la preuve du défaut de consentement aussi, qui est très difficile et qui pose problème pour toutes les victimes et plus particulièrement pour les mineurs. Pourquoi? Parce qu'en France, la minorité n'est pas considérée comme un élément constitutif de l'infraction, c'est-à-dire il ne suffit pas que la fille soit mineure pour que le viol soit prouvé, mais la minorité, c'est une circonstance aggravante, c'est-à-dire il appartient à cette fille mineure de prouver qu'il y avait un défaut de consentement pour pouvoir prouver le viol et ensuite aggraver la peine de l'auteur. Les mêmes problématiques se trouvent aussi dans d'autres infractions comme le harcèlement sexuel. C'est bien, on a une loi qui pénalise le harcèlement sexuel, mais il est très difficile de prouver cette répétition d'actes qui sont à connotation sexuelle et où le législateur, encore une fois, ne précise pas d'éléments objectifs. Tel est le cas aussi pour la preuve des violences psychologiques au sein du couple, dans le cadre du travail ou bien en dehors. Alors, nous pouvons évoquer aussi une question qui est très importante, qui a été aussi traitée, qui a été étudiée plusieurs fois récemment, la question de la légitime défense en droit pénal français. Pour avoir la légitime défense, il faut 3 conditions. Il faut une agression qui est sérieuse, qui est actuelle, qui est injuste et réelle. Il faut une concomitance entre cette agression et la riposte, c'est-à-dire la réaction, et il faut que la réaction soit proportionnelle. Et alors, si on applique cette légitime défense, si on réfléchit à cette légitime défense dans le cadre des violences au sein du couple ou des violences conjugales, on s'aperçoit que le législateur a mis de côté, il n'a pas du tout pris en considération cette perspective de genre, il a mis de côté les femmes victimes de violences. Pourquoi? Parce qu'une femme victime de violence au sein de son couple, parfois elle ne répond pas directement à l'agression, parce qu'elle est sous ce syndrome de femme battue et elle est sous cette emprise et elle a besoin d'un temps pour pouvoir répondre, pour pouvoir réagir, juste pour survivre. Mais comme la loi pénale est très stricte sur la définition et l'application de cette légitime défense, alors
ces femmes qui vont réagir pour survivre ou bien pour sauver leur vie et la vie de leurs enfants, elles ne sont pas considérées comme des victimes. On oublie les violences qu'elles ont subies pendant une très longue période de leur vie et on les considère comme des auteurs d'infractions pénales et des auteurs d'homicides, ce qui est plus dangereux parce qu'elles vont subir l'emprisonnement à perpétuité. Pour voyager un peu en dehors de la France, c'est le cas aussi dans d'autres pays de l'Europe. On peut évoquer par exemple la question de l'avortement qui est aujourd'hui discutée et discutable par exemple en Pologne. Là aussi, le législateur va se conformer encore une fois aux stéréotypes de genre, va prendre en considération ces règles de mœurs sociales et les règles religieuses et va interdire aux femmes d'avoir un libre choix, de décider de leur corps et de leur grossesse. Donc, encore une fois, le législateur reprend et reproduit ces stéréotypes de genre. Et enfin, pour finir, pour voyager un peu encore plus loin et aller vers les pays de la Méditerranée, dans les pays arabes plus spécifiquement, là, on voit plus clairement que le droit pénal prévoit explicitement des discriminations à l'encontre des femmes et donne beaucoup de faveurs aux hommes quand ils sont des agresseurs, des violeurs ou bien quand ils commettent des crimes dits d'honneur. Pour donner quelques exemples plus concrets, c'est le cas par exemple de l'adultère. L'adultère est jusqu'à aujourd'hui pénalisé dans les pays arabe. La loi, elle est prise de la loi française de 1810 du Code napoléonien qui a changé, mais qui dans les pays arabes n'a pas été encore réformé. Donc, le droit pénal, il se permet de s'engager dans ce domaine, dans le couple privé, dans ce domaine privé, pour pénaliser les relations extra-conjugales. Mais ce qui est rigolo, c'est que ce sont les femmes qui sont plus condamnées. Pourquoi? Parce que pour pouvoir prouver l'adultère d'un homme, le législateur exige des conditions qui sont presque improuvables, alors que pour la femme, il suffit qu'elle commette une relation avec un homme en dehors du cadre de mariage pour qu'elle soit condamnée à l'emprisonnement. Ensuite, donc, on a une pénalisation de l'adultère, mais aussi on a une différence dans les éléments constitutifs de l'infraction, dans les moyens de preuve et dans les sanctions qui sont applicables. Un autre point, l'avortement, comme toujours dans certains pays de l'Europe, est toujours interdit dans les pays arabes. La femme ne peut pas décider de sa grossesse. Toute femme qui pratique l'avortement pour n'importe quelle raison, sauf pour préserver l'honneur de l'homme ou l'honneur familial, dans les autres cas, elle est auteure d'infraction criminelle, elle est auteure d'infraction pénale et elle subit aussi l'emprisonnement. Le viol, le mariage avec une victime, avec une femme victime de viol, est toujours prévu dans les codes des pays arabes. Ça a été réformé en Jordanie, en Tunisie et au Liban récemment, mais le législateur, encore une fois, reproduit les stéréotypes de genre. Il supprime cet article qui prévoit clairement qu'un homme peut se marier avec sa victime. Donc il supprime cet article et il l'incarne dans d'autres articles où la mineure a moins de 15 ans. Donc quand une victime de viol est adulte, l'homme ne peut plus fuir à la justice en se mariant avec sa victime, mais quand elle a moins de 15 ans, le législateur a considéré qu'il vaut mieux de préserver l'honneur de la fille et l'honneur de sa famille, et alors permettre à l'homme de fuir à la peine et à la justice en se mariant avec sa victime. Donc oui, le législateur dans beaucoup de pays arabes a supprimé les crimes dits d'honneur, c'est-à-dire il ne légalise plus les crimes dits d'honneur, mais il donne des circonstances atténuantes, il justifie les actes des hommes quand ils commettent d'autres infractions au nom de l'honneur, et là on a une renaissance de ces crimes, implicitement de ces crimes dits d'honneur. Donc après ce petit aperçu, c'est à moi de vous poser la question et de vous dire, est-ce que le droit est sexiste? Merci. Vous m'entendez? Oui. Bonjour à toutes et à tous. Excusez-moi du retard, c'était prévu. J'ai travaillé à Avignon aujourd'hui, je suis venue directement. Donc, une longue journée. Pour cette même raison, je vais prendre appui sur mon texte.
Donc, je suis Daniela Lévy, je suis présidente du collectif 13 Droits des femmes, un collectif qui regroupe 24 associations dans le 13. Et donc, je préside le collectif 13 Droits des femmes au titre de mon adhésion aussi à Oser le féminisme, comme Marie-Paul donc. Et voilà, donc je vais vous parler, mon rôle était aujourd'hui de mettre en relation le sexisme avec l'actualité. Alors, bon, j'ai essayé de faire un texte un peu percutant, donc peut-être qu'en introduction, je vais rassurer tout le monde, je ne déteste pas les hommes, je ne pense pas être très excessive, mais justement, j'avais envie de prendre à revers les propos qu'on peut entendre un petit peu régulièrement ces derniers temps, et pas seulement ces derniers temps d'ailleurs. Alors, cela étant dit, le sexisme est-il en recul ? Le sexisme est le terme que nous utilisons pour évoquer un rapport inégalitaire entre les femmes et les hommes. Le sexisme est donc présent dans la blague graveleuse comme dans le viol. Une différence de degré, mais pas une différence de nature. Cela étant posé en préalable, nous pouvons affirmer qu'en 2018, nous sommes encore confrontés au silence des victimes, à la surdité de l'entourage et à l'impunité des agresseurs. Certes, la société a progressé. L'égalité en droit et le travail des femmes ont été la grande révolution du XXe siècle. Mais cela ne suffit pas. Il reste encore des inégalités entre les femmes et les hommes, et pas les moindres. L'enquête ANVEF, en 2000, première grande enquête sur les violences faites aux femmes, avait déjà permis d'affirmer qu'une femme sur 10, en France, était victime de violences conjugales. Plus récemment, les premiers résultats de l'étude Virage, publiée en 2016 par l'Institut national d'études démographiques, ont montré qu'une femme sur 26 est violée en France. Une femme toutes les 8 minutes. Une femme toutes les 8 minutes. Pardon. 1 sur 7 est agressée sexuellement. 1 sur 5 déclare avoir été harcelée sexuellement au travail. Le Haut Conseil à l'égalité nous avait également annoncé que 100% des femmes avaient été agressées dans les transports en commun. Nous le savions, nous répétons ces chiffres tous les ans et vous les entendez également tous les ans. Pour autant, entendons-nous vraiment ? Comprenons-nous que cela doit changer et que cela peut changer ? Le viol est encore aujourd'hui un crime presque parfait. La justice pénale ne cesse de démontrer son incapacité à rendre justice aux victimes. 84 000 femmes sont violées tous les ans en France. Seulement 10% des victimes osent porter plainte, mais quand elles osent, dans 70% des cas, les plaintes sont classées sans suite, avant même le procès. Parmi les raisons évoquées, le manque de clarté du récit de la victime. Les magistrats, estimant ne pas avoir suffisamment d'éléments pour établir clairement ce qu'il s'est passé, décident alors de ne pas poursuivre. Nous voyons là le signe d'une ignorance flagrante des conséquences psychotraumatiques des viols. Parmi les 30% de plaintes restantes, la quasi-totalité aboutissent à la demande du parquet, à un jugement en correctionnel. Des crimes sont alors jugés comme des délits. Les viols deviennent des agressions sexuelles, et en correctionnel, on peut juger une dizaine d'affaires en une journée, un viol entre un cabriolage et un vol à l'arraché. Finalement, 1 à 2% de condamnation. Nous souhaitons donc dénoncer le système d'impunité dont bénéficient aujourd'hui les hommes qui harcèlent, agressent, violent et tuent. Par ailleurs, la société fait bloc autour de ceux qu'on accuse, quand dans le même temps, les victimes sont dénigrées. Réduire au silence et ignorer les femmes a toujours été la stratégie en vigueur. C'est d'ailleurs ainsi qu'Harvey Weinstein a pu s'en prendre à 109 femmes, sans aucune conséquence, pendant des années. Tout comme Bill Cosby, qui aurait agressé et drogué des femmes pendant une 50aine d'années. Ces femmes avaient parlé, mais elles ont été raillées, voire sanctionnées pour avoir élevé la voix. Les victimes d'Harvey Weinstein parlaient depuis des années. La mannequin italienne Ambra Battilana Gutierrez s'était rendue à la police. L'actrice Rose McGowan a expliqué qu'elle avait confié au responsable des studios Amazon que Harvey Weinstein l'avait violée.
Quentin Tarantino a reconnu de lui-même qu'il en savait assez pour faire bien plus que ce qu'il n'avait fait. Si tout le monde savait, c'est bien que des femmes l'avaient dit. Les femmes parlent, mais leur parole n'est pas véritablement bien accueillie. En France, Enda Ayari porte plainte contre Tariq Ramadan. Elle est lynchée sur les réseaux sociaux et assaillie d'insultes sur son portable. Rappelons-nous également la manière dont les victimes ont été traitées au moment de l'affaire Strauss-Kahn et de l'affaire Beaupin. Là encore, si tout le monde savait, c'est bien que les femmes l'avaient dit, mais rien, aucune réaction, pendant des années. Le manque de soutien pousse les femmes à se taire, tout en faisant perdurer la violence sexiste. Comment ne pas être traversé par l'idée de se taire, tant rien ni personne ne semble prêt à entendre les victimes? Pourtant, que ce soit dans le cadre du travail, de la sphère privée ou dans l'espace public, les violences sexistes et sexuelles sont une réalité non seulement à dénoncer, mais aussi à faire régresser. Alors depuis octobre dernier, l'actualité a été marquée par le courage répété de milliers de femmes qui ont témoigné des violences sexuelles qu'elles vivent ou qu'elles ont vécues. Le mouvement Balance ton porc, MeToo, s'est répandu dans près de 85 pays. Les témoignages ont alimenté le débat public et ont donné la force et le courage à d'autres femmes encore de parler, mais aussi de se sentir moins seules. Des milliers de femmes ont pu dépasser la honte et ont pu dépasser la peur, peur de ne pas être entendues et comprises. L'écrasante majorité n'a pas donné de nom. Il s'agissait de montrer le caractère massif des agressions sexuelles. Ce qui comptait, ce n'était pas les noms, mais le nombre, pour permettre enfin une prise de conscience collective. MeToo témoignait du fait qu'être une femme en 2018, ce n'est pas être l'égal d'un homme. Cette inégalité fondamentale est d'ailleurs protéiforme. On a eu l'occasion de le voir, je pense, en début. C'est être perçu comme un objet sexuel, c'est être discrédité, ne pas avoir la même liberté de déplacement dans l'espace public, ne pas être prise au sérieux au travail, être moins écouté, moins payé, c'est appartenir encore et toujours à la sphère privée. Alors nous sommes là au cœur de la mise en œuvre de l'égalité et de la liberté, c'est-à-dire au cœur du politique. Si avec la lutte pour la libéralisation de l'avortement, l'énoncé était « mon corps, mon choix », aujourd'hui l'énoncé pourrait être « mon corps n'est pas à votre disposition ». N'importe qui n'a pas à s'autoriser à toucher nos corps, à les commenter, ni à les juger. Martine Storti affirme d'ailleurs « La revendication de l'égalité femmes-hommes ne se décline pas seulement en égalité des sexes, mais en égalité sexuelle, contre l'ancestrale et universelle conception qui met le corps des femmes, le sexe des femmes, à disposition des hommes, et contre cette éducation où l'on apprend aux hommes à céder à leurs désirs et aux femmes à céder sur leurs désirs. La prise de conscience devrait être collective. Nous avons là une occasion de plus de penser l'égalité et la réciprocité dans le désir et dans la relation. Nous avons là une occasion, mais comme le dit Titu Lecoq, nous avons vu apparaître toute une série de oui mais il faut faire attention, mais ça va trop loin, mais les réseaux sociaux ne doivent pas être un tribunal populaire, mais il faut laisser la justice faire son travail, mais il y a des femmes qui mentent, mais il y a des femmes qui se victimisent, mais il y a des hommes qui sont persécutés, mais la séduction. Il reste étonnant que lorsque la violence masculine à travers le monde est la première cause de mortalité chez les femmes entre 15 et 44 ans, on se plaigne que MeToo aille trop loin. Au contraire, nous devrions espérer que le mouvement aille encore plus loin, jusqu'à ce que la violence misogyne n'ait plus d'effet, jusqu'à ce que cela soit révolu. Au contraire, il ne se passe pas grand-chose. La promo du dernier film de Woody Allen s'est bien passée. Roman Polanski devrait être un personnage du prochain film de Tarantino. Bertrand Cantat est en tournée et beaucoup de personnes encore le défendent. Gérald Darmanin est toujours ministre de la République. Nicolas Hulot n'a pas perdu un point dans les sondages de popularité et reste le politique le plus apprécié des Français.
Et la cagnotte de Free Tariq Ramadan a dépassé les 100 000 € en quelques jours. Quel décalage entre un discours général sur les excès du féminisme et le réel. La rengaine de la guerre des sexes traverse les siècles. Elle a été présente à chaque épisode de l'émancipation des femmes, à chaque progrès pour nos droits. Le droit de vote, excessif. Le droit à l'avortement, excessif. Le travail sans l'autorisation du mari, terriblement excessif. Rien de nouveau non plus dans la tribune des 100. La liberté d'importuner les femmes serait indispensable, selon les signataires, à la liberté sexuelle. De tels propos sont inacceptables. Ils reviennent à imaginer une similarité entre séduction et harcèlement, amour et violence, réciprocité et rapport de force. Rien de nouveau non plus avec la une du Figaro magazine. Le Figaro regrette la société du tout interdit. La vitesse au volant, le tabac, l'alcool, le sucre et la drague. Une société où on a visiblement oublié d'interdire le viol et le féminicide. D'ailleurs, Marianne souhaitait libérer la parole des hommes et nous rappeler qu'en France, nous avons de la chance. Les relations entre les femmes et les hommes ont toujours été harmonieuses. C'est ce que nous disait l'édito. Quel décalage, quel déni du réel et de la parole des victimes. Parlons-en des victimes, et des bonnes victimes. Parlons de l'affaire Daval. Alexa, joggeuse, était la victime idéale. La victime telle qu'on se la représente facilement. Elle courait et un malade sorti de nulle part l'a agressée et tuée. Des courses à pied ont été organisées pour dénoncer l'insécurité des femmes dans l'espace public et défendre le droit des femmes à courir en paix. Mais voilà, 3 mois plus tard, le mari avoue le meurtre et Alexa devient une personne à la personnalité écrasante. Le statut de victime lui est presque contesté. Le meurtre était un accident. Jonathan Daval, le meurtrier, devient pour les journalistes un garçon à bout, un jeune homme dévasté. Nous avons vu défiler tous les pièges habituels de ce genre d'affaires. Drame, drame passionnel, meurtre par amour. Les aveux ont fait l'ouverture des 2 plus gros journaux télévisés du pays, et ni l'un ni l'autre n'a lancé un reportage sur les féminicides. Pas un n'a même prononcé le mot. Pourtant, c'était l'occasion d'informer, de sensibiliser sur le sujet. Non, nous sommes restés englués dans la psychologie de comptoir au sujet de l'accusé. Alexa Daval a été tuée par son conjoint en octobre 2017, exactement comme Céline, Catherine, Marielle, Corinne, Yamina, Marine, Sophie et Emmanuel. Mais dans les rédactions de France 2 et de TF1, personne n'a pensé à faire le lien. En quoi l'affaire Daval est-elle plus extraordinaire que celle de Jennifer, 31 ans, mère de 2 enfants, et portée disparue en Corse en février dernier, dont on a retrouvé le corps au fond d'un ravin au bout de 2 mois de recherche, avant de découvrir que c'était Loïc, 31 ans, son ancien compagnon, qui l'avait étranglé et avait déplacé son cadavre. Ou celle de Bernard, 70 ans, qui a étouffé son épouse, Jacqueline, 69 ans, avant d'enterrer son corps dans leur jardin et de signaler sa disparition en insistant bien sur le fait qu'elle était dépressive. C'était le mois dernier. Un homme qui tue sa compagne ou son ex-compagne et qui ment, ce n'est pas hors norme. Le rôle des journalistes est aussi de remettre en perspective les faits. Or, la mise en perspective ici, c'était de dire qu'il s'agissait d'un homicide conjugal et plus exactement d'un féminicide. C'est sortir du cas particulier pour au minimum rappeler le nombre de victimes par an. Il y a une responsabilité à insister sur le fait que ça arrive plus souvent qu'on ne le pense, que ça touche tous les âges et tous les milieux sociaux. Il est donc urgent d'apprendre à écouter les victimes. C'est parce que les femmes sont reçues par de l'embarras, de la suspicion, voire une franche hostilité, qu'elles arrêtent de parler. Il est très fréquent que même malgré nous, on minimise les faits, qu'on se dise qu'il n'y a rien à faire. De toute façon, c'est connu qu'il est comme ça.
qu'on rejette la responsabilité sur la victime. Quelle idée aussi d'aller si tard chez cet homme vu sa réputation. Qu'on immisce le doute dans l'esprit de la victime sur sa légitimité à parler. Franchement, le mieux pour toi, c'est encore de passer à autre chose. D'où l'importance, comme Sandrine Rousseau tentait de l'expliquer sur le plateau d'On n'est pas couché, seulement 6 jours avant que l'affaire Weinstein n'éclate, de former des gens à l'accueil de la parole des victimes. Pour l'instant, nous n'avons pas été à la hauteur. Le procureur François Molins le disait aux Parisiens, le niveau de plainte pour harcèlement, agression sexuelle et viol avait bondi après Balance ton port de 30%. Il est revenu aujourd'hui à ses taux habituels. Nommer, c'est établir un diagnostic, donner un nom aux choses. C'est le début de la justice. En ne reconnaissant pas pendant longtemps le viol conjugal, en ne le considérant pas comme un crime. Avant de nommer le harcèlement sexuel, il n'y avait pas non plus de recours pour les personnes harcelées. La dénomination n'est pas la cure, mais elle est une étape clé. Dans toutes les expressions que nous utilisons, les agresseurs ne sont jamais nommés. Violence faite aux femmes, violence domestique et intrafamiliale, crime passionnel. Il faudrait changer notre vocabulaire, arrêter de minimiser les violences et utiliser des mots qui permettent de décrire précisément les faits. Entre un drame familial s'est noué dans l'Aube et dans l'Aube, un mari a égorgé son épouse, la deuxième formulation dit les choses telles qu'elles sont, sans le filtre des formules convenues. Atténuer la violence de ces meurtres en évoquant un drame ou une dispute qui a mal tourné, c'est déjà dénaturer les faits. D'autres formulations sont tout aussi problématiques. Elle se fait frapper, elle s'est faite violer. Ces expressions sous-entendent que la victime aurait participé à l'action. On se fait une coupe de cheveux, on se fait tatouer, mais on ne se fait pas violer. Nous pourrions dire « un homme a violé cette femme ». Nous entendons également tous les ans la phrase « une femme meurt tous les 3 jours sous les coups de son conjoint ». Nous pourrions dire « un homme tue une femme tous les 3 jours » et pas n'importe laquelle, celle avec laquelle il était censé avoir une relation privilégiée. Que dire enfin de l'expression harcèlement de rue ? Ce n'est pas la rue qui harcèle, ni la rue qui est harcelée. Alors, que faire des hommes ? Nous ne sommes pas dans un enjeu de guerre des sexes. Nous dénonçons un système qui définit des rapports de force. Nous sommes tous et toutes concernés dans la reproduction des inégalités et des violences, concernés dans notre responsabilité à faire changer le système. Le sexisme, les agressions mineures ou graves patogent dans une même idéologie. Reconnaître que la misogynie et la dévalorisation des femmes ont toutes sortes de conséquences est indispensable. Nous évoquons le continuum des violences contre les femmes. Nous disons que les mêmes enjeux et les mêmes mécanismes sous-tendent le harcèlement de rue, le harcèlement sexuel, les violences économiques, la féminisation de la pauvreté, les agressions sexuelles, les violences conjugales, les viols et les féminicides, meurtres de femmes parce que femmes. Ce sont les mêmes causes et les mêmes enjeux, en d'autres termes des rapports encore trop inégalitaires entre les femmes et les hommes. Les femmes et les hommes ont bien évidemment un corps physique différencié, mais cela ne justifie en rien les écarts d'opportunités et les violences qui apparaissent dès la naissance et qui se renforcent tout au long de la vie. Nous pouvons constater qu'il n'y a pas de symétrie dans les viols, pas de symétrie dans le harcèlement de rue, pas de symétrie dans les violences conjugales. Comment comprendre et expliquer cette absence de symétrie que nous observons toutes et tous et qui est attestée chaque année par les chiffres de l'État ? La société aime à penser que ce qui est vicieux et mal n'existe que dans les marges. Ce n'est pas nous, c'est eux, c'est les autres. Pourtant, la présence généralisée de la violence contre les femmes, en famille, dans la rue, au travail, à l'université, signale un problème central dans la société,
qui n'a rien de marginal. Penser qu'il puisse s'agir de cas isolés ou que ces agissements relèvent de cas pathologiques déresponsabilise les agresseurs et n'interroge plus le système qui permet ces agissements. Le féminisme, c'est une volonté politique exigeante pour changer la société. Le combat féministe est un combat pour les droits humains. C'est un combat porteur de progrès social. Nous souhaitons qu'une politique volontariste et toujours plus ambitieuse soit menée, tant au niveau local, national qu'international, pour mettre fin aux violences sexistes et sexuelles et pour la libre disposition de nos corps. L'histoire démontre que chaque fois que les femmes ont obtenu des droits et des libertés, elles les doivent à leur seul combat. Le droit à l'avortement aurait-il été inscrit à l'agenda des débats publics par un parti politique si le mouvement des femmes ne l'avait exigé? Nous continuerons et nous resterons féministes tant qu'il le faudra. Moi, je me permets de remercier tout particulièrement Daniela, qui a eu une journée très très chargée, une autre demain, et qui a surmonté l'enjeu de la grève des transports aussi. Bon, enfin bref, ça a été très compliqué. Merci d'être là. Oui, merci beaucoup. Oui. Allô? Oui. Oui, ça marche. Bien, merci beaucoup pour vos interventions. Et maintenant, je vais appeler Marianne et Claire à venir pour répondre aux questions. Voilà, nous pouvons commencer. Si vous avez des questions, je vous fais passer le micro. Il y a une chaise, oui. Oui, bonsoir. J'avais 21 ans en 1975, j'étais à la fac de lettres modernes et on était ravis, toutes nos copines, que Simone Veil se batte tellement pour l'avortement, donc bravo. Bravo à vous toutes qui vous battez pour nous. Mais à un moment donné, là maintenant, moi je sature. Je suis mariée, je suis grand-mère, j'ai qu'une fille de 34 ans, un petit de 11 ans et une petite de 8 ans. Et moi j'ai presque envie de prendre la défense des hommes, je suis désolée. Ça me sature. J'ai travaillé 20 ans en médecine, chirurgie obstétrique et 20 ans en psychiatrie. Je suis complètement d'accord avec votre combat, mais je pense que depuis mes 21 ans, et j'en ai 64, on a régressé. Quand on voit les publicités, que les femmes acceptent d'être des femmes objets beaucoup plus qu'en 68, beaucoup plus qu'en 75. Quant aux informations le dimanche soir, on nous annonce sur TF1 ou sur la 2, je ne sais plus, que des jeunes filles, et je le sais pour travailler en psychiatrie et récupérer des filles qui sont victimes de tournantes et qui nous disent « Ouais, moi je pensais m'amuser avec des mecs, mais après ça a mal tourné ». Comment je veux dire, je suis allée ce week-end à Monaco, je vais être polie, c'est bourré de top modèles de 20-25 ans. Qu'est-ce qu'elles font là? Quand sur l'information à TF1 ou à Antenne 2, on nous dit des jeunes filles se prennent les sexes en photo, les diffusent sur Facebook vers leurs copains. Et ils interviewent les petits jeunes qui disent qu'ils ont 14-15 ans. Et moi, ça m'inquiète pour mes petits-enfants. Quand on voit les sexes, les vulves de nos copines, eh bien, madame, on va sur les sites porno. Oui, mais quand même, c'est interdit à moins de 18 ans. Ben non, il suffit de cliquer pour dire on a 18 ans et on se soulage avec les films porno qu'on peut trouver n'importe comment. Moi, je vous remercie pour votre combat. Donc, je me demande dans quelle mesure il ne faut pas éduquer nos petites filles à partir de la maternelle pour leur dire ne partez pas en dérive, ne partez pas à Monte-Carlo, ne montrez pas vos vulves sur les Facebook parce qu'après, les hommes, je suis désolée, quoi. Moi, j'aurais presque envie de dire, je m'en vais parce que je suis attendue ailleurs, je vais créer #balance ta cochonne. Bon, on attend une réponse, peut-être. Oui, peut-être, si vous voulez répondre après Daniela.
Alors, bonjour, moi je m'appelle Claire Ricciardi, donc je travaille au planning familial. Et c'est vrai qu'après tous les exposés super intéressants et très justes qui ont été faits, je m'étais dit que j'allais parler un peu de ce qu'on faisait en termes d'éducation, puisque nous on est à la fois un lieu d'écoute, mais aussi on fait beaucoup d'éducation à la sexualité en milieu scolaire. Et d'ailleurs, on commence même en maternelle. Hein. Alors, c'est pas l'éducation, enfin, ça fait partie de l'éducation, ce qu'on appelle la vie affective. Hein. Et c'est vrai que, bon, on se rend compte que les stéréotypes masculins et féminins, ils sont déjà dans le ventre. Hein. On projette d'avoir un garçon, on projette d'avoir une fille. Et vous avez raison de dire qu'il faut éduquer. Alors c'est vrai que là, on fait beaucoup porter sur le combat des filles, je suis entièrement d'accord. Hein. Mais c'est vrai aussi que des gens qui ont envie d'avoir une société plus juste et plus égale, ça veut dire que c'est aussi un combat pour les garçons. C'est-à-dire que les garçons, ils sont éduqués aussi à cette virilité, à ce... Donc j'appelais là tout à l'heure des collègues en disant mais est-ce que ça a changé ou pas? Alors est-ce que le sexisme recule? Il change parfois un petit peu de figure, mais il continue à exister, c'est-à-dire la discrimination garçon-fille, elle continue à exister et elle commence très très tôt. Et c'est vrai que quand on va par exemple dans les petites classes, c'est vrai qu'on parle aux jeunes enfants et là on voit qu'ils ne sont pas encore, les petites filles par exemple en primaire, elles ont envie, elles commencent déjà à voir, hein, les discours sur le sexisme existent partout, hein, c'est-à-dire que partout il y a cette... préoccupation sur l'égalité, mais on voit bien qu'après, les enfants sont attendus à des places différentes et qui vont dans l'attente des adultes. Et c'est vrai que c'est les adultes aussi qu'il faut éduquer. Hein. Avec Daniela, on a participé à une commission de lutte contre les discriminations avec le conseil départemental et on a dit qu'il faut commencer en crèche, c'est-à-dire que les éducatrices, les personnes qui s'occupent des enfants en crèche, il faut qu'elles aient déjà la préoccupation de laisser se développer les talents de chacune et chacun, parce que c'est aussi une privation de talent, hein. C'est des souffrances, des violences, mais c'est aussi une privation de talent, c'est-à-dire que les petits garçons ne peuvent pas développer, pour ceux qui en auraient, parce que tout le monde en a, des vertus ou des valeurs qui sont du côté du féminin, et les petites filles sont empêchées de développer des valeurs qui sont du côté du masculin. Donc c'est chacun, et d'ailleurs on est plus fier qu'une fille développe des valeurs masculines qu'un garçon développe des valeurs féminines. Hein, pour, voilà, dans la question de l'éducation. Voilà, après il y a toute la question du consumérisme, des réseaux sociaux qui changent un peu la manière de diffuser, mais qui ne changent pas le principe de ce qui se faisait, avant. Hein. C'est-à-dire avant on était traité de mauvaises filles, etc. Et maintenant, c'est sur Internet que ça se passe, mais ça s'est toujours passé. Voilà, je sais, pour répondre un petit peu vaguement à cette question sur la question de l'éducation. Et donc, on est tous responsables de ça, de ce qu'on est capable de laisser ouvert pour les filles et pour les garçons. C'est vrai que les parents craignent beaucoup pour leurs filles et elles ne craignent pas pour les garçons. Donc, comment on reconstruit ça, on déconstruit et on reconstruit des rapports égalitaires entre des garçons et des filles, pour ne pas arriver après à de la violence. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, je voudrais peut-être juste rappeler que les enfants sont éduqués par les pères, par les mères, pas que par les mères, que les mères font ce qu'elles peuvent, les pères aussi probablement, mais que ce que je pensais qu'on avait essayé de démontrer, c'est que toutes et tous, nous sommes engagés, enfin, dans cette société qui est sexiste. Et ça n'est pas le seul combat des féministes qui va permettre de pouvoir surmonter cet obstacle. C'est bien évidemment la totalité des femmes et des hommes. Mais dans ce combat-là, encore faut-il déjà que la majorité, au moins, d'entre nous, soit consciente de l'existence de la difficulté que représente le sexisme, pas seulement effectivement vis-à-vis des femmes qui sont les principales victimes, mais aussi des garçons. Voilà, on fait par exemple une campagne contre le sexisme et les stéréotypes sexistes dans les jouets à Oser le féminisme au moment de Noël qui s'appelle On en a marre du rose. Et donc, on a un certain nombre de petits visuels comme ça. Donc, en général, la conversation s'engage assez facilement, sauf pour ce qui concerne le visuel où, effectivement, c'est un petit garçon qui porte un poupon sur son ventre. Et là, effectivement, donc tout le monde est d'accord pour que les filles soient les égales des garçons, comme ça, mais enfin, c'est une idée abstraite. Quand, dans la réalité, il s'agit de
éduquer par exemple un petit garçon à l'idée que comme une petite fille, peut-être qu'un jour il deviendra un papa, ou peut-être pas d'ailleurs, ça peut être son choix, comme une femme d'ailleurs peut choisir de ne pas être une maman. Donc quand il s'agit d'engager la discussion vers une éducation qui proposerait aux petits garçons d'avoir des qualités dites maternelles, alors là, c'est dramatique. Hein. Bon, donc, ça fait appel à une espèce d'angoisse et ça entraîne des réactions homophobes, parce qu'évidemment, le sexisme, il va aussi avec l'homophobie, hein, la lesbophobie, bien entendu également. Donc, il est bien évident que les seules féministes ne peuvent pas. Elles sont là pour dénoncer, et puis nous sommes là toutes et tous ensemble justement pour prendre conscience de la gravité de la situation. Et effectivement, la pornographie accessible à partir de 11 ans sur les smartphones par les enfants, c'est dramatique, hein. On ne va pas dire le contraire. Et je voulais juste aussi, comme ça je me présente aussi, donc Marianne Jauvert de la Ligue des droits de l'homme d'Aix-en-Provence. Je suis désolée, c'est un peu honteux de dire Ligue des droits de l'homme. Ici, on pourra en reparler si vous le voulez. Mais avec une petite lueur d'espoir que j'ai ce matin justement eu récit par mon enfant qui est scolarisé en 6e, d'un exercice d'allemand dans lequel il devait traduire et mettre au pluriel Die Jungen spielen Fußball, donc c'est les garçons jouent au football, et bien sûr, Die Mädchen tanzen Ballett. Et donc, ma fille a tout à fait saisi qu'il y avait là quelque chose d'absolument surprenant, et elle m'a raconté que donc ce matin, elle a demandé à se faire interroger, et elle avait prévu de dire à son professeur Die Jungen spielen Fußball, et die Mädchen... non, j'ai dit l'inverse, pardon. Oh. Je me tends le piège moi-même. Elle a donc dit à son enseignante, il y a Die Mädchen spielen Fußball. Et ce qui a fait beaucoup rire la prof, qui a convenu, mais finalement, cette vigilance, je trouve que c'est intéressant de voir que certains enfants l'ont aussi, et qu'on est tous, effectivement, embarqués dans le même bateau. Voilà, vous allez pouvoir poser votre question, pardon. Ah, pardon. Ben oui, vraiment, excusez-moi. Donc les garçons jouent au football et les filles dansent le ballet. C'était vraiment une caricature étonnante. C'est en plus un manuel publié en 2017. Oui, bonjour. Donc, j'aimerais revenir sur ce que Marie-Claude a dit, je crois. Oui. C'est ça. Donc, vous avez mentionné... Oui, Marie-Paul. Décidément. Oui, donc, vous avez mentionné, je crois, sans la nommer, l'écriture inclusive. Oui. Et en fait, je voulais dire que par exemple, une langue comme l'anglais, qui présente très peu de différences entre les genres, ne fait pas justement que la société anglaise ou américaine ou de tous les autres pays anglophones soit moins sexiste que la société française. Et du coup, je voulais revenir sur cette question et vous demander est-ce que vous pensez vraiment que l'écriture inclusive adaptée au français serait vraiment efficace pour... participer à la réduction du sexisme? Alors, clairement, c'est notre position, oui, c'est celle que j'ai défendue. Il est tout à fait vrai que les langues pour lesquelles il y a un genre neutre, comme les langues, comme l'anglais, comme c'est le cas pour l'anglais, réussissent à mieux s'en sortir dans ces situations-là. Mais il n'empêche qu'il y a autant de sexisme probablement aux États-Unis, en Angleterre, qu'en France. Maintenant, je ne comprends pas en quoi. Enfin, vous-même, quand vous étiez à l'école primaire et que cette règle vous a été enseignée, moi je m'en souviens. C'est comme dans la méthode Rose, je fais un parallèle qui est peut-être un peu osé. Dans la méthode Rose, moi j'apprenais le solfège, alors il y avait une noire vaut deux blanches, alors il y avait deux petites filles noires assises sur une balançoire et une petite fille blanche, et donc la petite fille blanche, elle est équivalente à deux petites filles noires. Mais bon, alors ça c'est par rapport au racisme, mais bon, tout ce qui est symbolique est extrêmement important et perdure dans l'imaginaire de l'adulte. Quand ça s'est construit comme ça dans l'enfance,
voilà, donc pour cette raison-là, je trouve qu'il faut que cette règle change, d'autant plus que nous savons qu'elle n'est que très récente, elle ne date que depuis le XVIIIe siècle. Ensuite, après on peut débattre longuement sur cette question parce que j'ai des collègues enseignantes en français, etc., qui me disent oui, mais alors mettre Victor Hugo en langue inclusive, etc. Bon, il ne s'agit pas de retransformer tous les textes anciens dans le cadre de l'écriture inclusive. La question se pose pas à ce niveau-là. Mais pour ce qui concerne tout l'enseignement voilà, à l'école, l'écriture inclusive, ça me paraît pas si... Enfin, ça ne paraît pas plus compliqué que le reste, quoi. La règle de proximité, c'était une règle qui existait avant. Et donc, moi, ça me paraît être une des manifestations du sexisme, et puis pas qu'à moi, quoi. Mais bon, je ne sais pas si en arabe, comment ça se passe. Ça dépend. Ouais. C'est pas la même chose. On a aussi moins de... C'est un peu plus neutre, ouais. Mais il y a aussi des phrases où l'homme l'emporte sur la femme aussi, comme le pluriel. Mais je sais pas, mais je me permets de rajouter aussi. Je crois que quand on veut vraiment lutter contre le sexisme ou bien le changement au niveau des sociétés, il faut prendre en considération tous les domaines où le sexisme et les stéréotypes de genre apparaissent. Donc, la question n'est pas de voir si, par exemple, dans les pays étrangers, la langue, elle est neutre, mais il y a aussi du sexisme, mais c'est de voir comment combattre le sexisme. Et puisque la langue, c'est un moyen de reproduction des stéréotypes de genre, parce que quand il y a l'homme parmi plusieurs femmes, c'est l'homme qui l'emporte, c'est-à-dire, encore une fois, on donne du pouvoir à l'homme pour lui dire que tu es supérieur par rapport aux femmes. Donc, je crois que oui, c'est important de changer la langue pour pouvoir combattre les stéréotypes de genre et le sexisme. Alors, moi, si je peux me permettre de rajouter, c'est aussi... Alors, il y a la question de l'écriture inclusive, et effectivement, une société totalement sexiste, c'est pas l'écriture qui va tout changer, c'est un ensemble, hein, mais en particulier, nous, on a fait un petit exercice quand on travaille sur le genre avec les adultes avec lesquels on travaille, dans les magazines, à l'époque, on le faisait dans les magazines parce que ça peut se manipuler, et par exemple, on avait le magazine Science et Vie, pour Science et Vie Junior, et il n'y avait pas de femmes. C'était très surprenant, et tous les métiers étaient aussi des métiers masculins, nommés au masculin en tout cas, et c'est vrai que la question, Marie-Paul l'a dit, la question du modèle est quand même quelque chose, enfin c'est un peu au-delà de l'écriture avec le point médian, hein, mais la question de la féminisation des noms est quand même assez importante. La question des infirmières, la question des écrivains ou des scientifiques, les scientifiques, la scientifique, hein, nous maintenant au planning on écrit la médecin, hein, on n'écrit pas le médecin, c'est un peu couillon je vais dire, hein, mais en même temps ça donne des mots qui révèlent des possibles. Alors, ça ne fait pas tout, hein, mais c'est des éléments qui se surajoutent les uns aux autres. Comme disait Daniela, si on ne nomme pas les choses, hein, si on ne dit pas un homme a tué une femme, ça reste effectivement une image un peu de détective avec les trucs noirs là, qui font peur, et quand on se dit, oh, ils racontent un peu des vannes, ces gens-là, c'est pas vraiment vrai cette histoire. Donc voilà, c'est toute cette chose-là. Hein. Nous, on est en train d'écrire le rapport d'activité en nous mettant nos points. Alors il y en a qui veulent écrire un point, les autres 2 points dans le mot. C'est vrai que c'est... Et moi, je me disais, mais moi, j'ai tellement l'habitude d'écrire comme ça maintenant, est-ce que les autres arrivent à lire? Donc j'ai fait lire à des gens qui connaissaient pas, enfin, qui n'ont pas l'habitude de faire des rapports comme ça. Et ils me disent non, mais non, finalement ça va. Voilà, c'est une petite habitude de lecture. Effectivement, ça ne change pas tout, mais quand même, ça montre qu'on se préoccupe, qu'il y a des hommes et des femmes dans les personnes dont on parle. Oui, moi, c'est ce que je voulais rajouter aussi. Genre, je parle toujours la dernière. Ça a effectivement une vertu d'exemplarité, c'est-à-dire que du coup, c'est une attention particulière que l'on porte, qu'on se donne. Je trouve, en tout cas, quand on est en phase d'apprentissage de cette écriture, comme je le suis, ça vraiment attire tout le temps mon attention sur ces aspects-là, et ça se mérite déjà. Je ne sais pas si ça a un peu répondu à votre question, hein, mais bon, on a mis du temps. En tout cas. Bonsoir. Moi, j'avais une question de droit. Je voulais savoir, pour l'Espagne et l'Irlande, si quelqu'un peut me répondre où on en est sur le droit de l'avortement. Et je voulais savoir où en étaient leurs associations pour la liberté de leur corps. Est-ce que ça existe, des associations chez elles? C'est-à-dire en Espagne et en Irlande,
si nous avons des revendications sur la liberté de notre corps, est-ce qu'en Irlande, les Irlandaises ont créé ce genre d'association, en Irlande comme en Espagne? Pour la France, je voulais savoir quand est-ce qu'on avait supprimé le devoir conjugal. Ensuite, je voulais savoir quel est le poids de la religion par rapport à ces mouvements féminins. Et je voulais savoir si vous saviez qui gère le lobby des jouets. Est-ce que c'est une congrégation d'évangélistes américains qui nous envoie tout ce petit rose et ce petit bleu, cette séparation ahurissante qu'il y a dans les magasins de jouets? Donc, voilà. Donc, le premier, c'est du droit. Et le second thème, c'est les jouets, qui sont un vrai massacre psychologique de l'avancée. Et si le sexisme ne peut pas être en recul, c'est aussi parce qu'elles sont biberonnées au sexisme. Donc, et ensuite, comme la dame l'a dit en premier, la première dame qui a parlé, il y a ensuite le déferlement des outils d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'elles sont biberonnées à ça, et ensuite la possibilité de communication avec les portables, etc., est atteinte de plus en plus petit dans l'enfance, c'est-à-dire au primaire, au collège, ils l'ont déjà tous, c'est-à-dire qu'on engendre le sexisme et ensuite la visibilité de ce sexisme par le physique. À ce sujet, je voulais savoir, parce qu'il y a une des personnes ici qui a dit l'éducation venant des professeurs, des enseignants. Mais les parents, ils font quoi? Est-ce que c'est normal que votre fille se photographie nue et poste en fait, est-ce qu'ils sont lobotomisés, les parents? Est-ce que les parents, ils sont soi-disant pas au courant? Mais les parents ont acheté l'iPhone à leur enfant. Et donc, est-ce qu'ils savent, eux, se servir de l'iPhone? Ils savent que tout est possible sur l'iPhone. Voilà. Mais d'abord, on répond aux petites questions de droit. Merci beaucoup. Merci. Donc, pour répondre à vos questions, je vais essayer de répondre à vos questions. C'est très difficile. Pour l'Irlande, honnêtement, je ne sais pas beaucoup pour l'avortement, mais alors, je peux parler de... Moi, pour l'avortement, si je peux répondre, ça c'est peu plus simple. Encore que l'Irlande sont en train de voter actuellement, ou pendant que j'étais en vacances la semaine dernière, c'est imminent. Il va y avoir un vote. Je ne sais pas s'il a eu lieu ou pas. Non. Mais il y a un vote pour autoriser éventuellement l'avortement. En Espagne, l'avortement est autorisé. Ouais, hein. L'avortement est autorisé. Il est même... il est autorisé jusqu'à 10 semaines d'aménorrhée. Donc un délai légèrement inférieur à la France, mais par contre l'Espagne accepte le danger pour la santé mentale de la mère de manière beaucoup plus facile, et donc du coup quelque part presque c'est plus facile en Espagne, on envoie des personnes de France en Espagne. Par contre en Irlande, effectivement, en Pologne et à Malte, qui sont les 3 pays européens où l'avortement est totalement interdit et où effectivement il peut y avoir des peines de prison. Les femmes vont dans d'autres pays, donc les femmes irlandaises vont en Angleterre pour faire des avortements. Voilà, sur la question de l'avortement, je ne sais pas si ça vous... Ouais, juste pour continuer sur l'Espagne, c'est vrai que l'avortement est dépénalisé, mais en même temps, cette question revient tout le temps et il y a toujours des projets de pénalisation parce qu'il y a le poids de la religion qui s'impose au niveau politique, au niveau législatif surtout. Donc oui, il est facile c'est légal, c'est pas pénalisé, mais en même temps, il y a des conditions strictes pour pouvoir pratiquer l'avortement en Espagne. Ensuite, par rapport aux associations qui réclament la liberté des corps des femmes, oui, il y a beaucoup d'associations en Espagne qui travaillent avec les filles et les femmes pour disposer de leur corps, et notamment et aussi avec des femmes migrantes. Je peux vous donner des contacts. On a des contacts à Madrid, à Barcelone, qui travaillent sur ces sujets-là. Mais en revanche, il y a quelques années, ces associations, elles ne sont plus du tout financées. Elles ne reçoivent pas de financement et elles sont menacées tout le temps parce qu'elles travaillent sur ces sujets qui sont délicats pour les politiciens espagnols.
Ensuite, par rapport à la France, la suppression du devoir conjugal, qui est l'expression la plus juste et la plus précise, parce que le législateur lui-même l'utilisait, l'invoquait dans le droit, que les femmes doivent obéir à leur mari et doivent subir le devoir conjugal. En France, en fait, cette loi a été supprimée en 2006, lorsque le législateur... Oui, lorsque le législateur a réprimé le viol conjugal. Donc, il y avait des jurisprudences avant cette date-là, il y avait des juges qui avaient le pouvoir et la force de dire qu'il n'existe pas de devoir conjugal entre femmes et hommes dans un couple, mais cette solution jurisprudentielle n'a été consacrée dans la loi qu'en 2006. Et comme le disait Daniela, c'est grâce au mouvement féministe que le législateur était obligé de changer la loi. Donc en 2006, il y a eu le viol entre époux. Ensuite, cette loi a été renforcée par des lois postérieures comme la pénalisation du viol, pas seulement entre époux, mais aussi au sein du couple. Et pour le poids de la religion, clairement, les stéréotypes de genre, la différence dans les rapports sociaux entre femmes et hommes sont influencés par les traditions et par les religions. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a cette réticence à réformer les lois, mais aussi à interpréter, même si on a des lois, mais à les interpréter, à les appliquer effectivement, suite au poids suite à la religion. Dans les pays, par exemple, comme en Pologne, on le voit clairement par rapport à la pénalisation de l'avortement. Et dans les pays arabes, sur les sujets sur les sujets dont j'ai invoqué, la religion, elle a un poids, elle a un pouvoir, elle est prise en considération. C'est-à-dire que même si, par exemple, je donne l'exemple du Liban puisque je suis libanaise, même si les politiciens ne sont pas convaincus que les crimes dits d'honneur doivent être justifiés légalement, ou bien que l'adultère doit être pénalisé. Mais derrière ces politiciens, il y a des hommes religieux de toutes les confessions, parce que pire, au Liban, on ne parle pas de religion, mais on parle de multiconfession. Donc, il y a ces hommes religieux qui vont poser leur pouvoir et qui vont interdire aux législateurs de réformer les lois. Et c'est la raison pour laquelle on n'arrive pas à dépasser ce stade et à incarner la laïcité ou bien un code civil, un code pénal qui est uniforme à tous les citoyens et les citoyennes. La religion catholique n'admet pas de prêtres féminins. Hein. Je ne sais pas si il faut s'en rappeler. Enfin, on est toujours en train de regarder les autres, mais dans la religion majoritaire française, elle est totalement sexiste. Pardon ? Oui, après, ça monte, les évêques non plus. Oui, sur les religions, au sujet des religions, il y a un problème en fait assez fondamental au niveau du point de départ. Les religions partent du principe de la complémentarité entre les sexes. On est d'accord ? C'est le principe, c'est l'idée de base, la complémentarité entre les sexes. Comment penser l'égalité quand on revendique la complémentarité ? C'est impossible. S'il y a le jour, la nuit, le soleil, la lune, on voit bien que le jour ne peut pas devenir la nuit ne peut pas devenir le jour. À partir du moment où on pense la complémentarité, on fige les différences, on rend les différences indépassables et on ne peut plus penser l'égalité. Donc de fait, on est forcément en tant que féministe universaliste, parce qu'il y a des féminismes, mais en tant que féministe universaliste, on est de fait opposé à l'idée de religion. Ah oui, moi j'avais une hypothèse de réponse qui repose bien sûr sur la pression économique. En fait, on m'avait comme ça expliqué une fois que la segmentation du marché permettait de l'augmenter. C'est-à-dire que finalement, si chacun a son jouet prévu pour lui, alors on vend beaucoup plus de jouets que s'il y a un jouet commun à tous. Et donc cette segmentation se joue d'ailleurs à des tas de niveaux. Et en fait, il y a les yaourts pour celles qui sont allergiques à tel produit. Les shampoings, il y a beaucoup de shampoings différents, beaucoup trop, les rasoirs encore plus. C'est vraiment très déroutant, mais chaque barbe a son rasoir, chaque cheveu a son shampoing et chaque enfant a son jouet, chaque sexe a son rayon à Jouet Club. Alors moi, j'ai été touchée par ce que cette dame a dit concernant les jeunes femmes qui utilisent leur corps parce que peut-être elles ont besoin
d'avancer, de se faire une place dans la société, qu'elle n'y réussisse pas autrement. Mais j'aurais bien aimé qu'elle reçoive une réponse. Elle est partie, mais si vous pouvez dire quelque chose en y réfléchissant avant la fin de la séance, en tout cas, moi, je m'engage à lui transmettre. Il me semble qu'il y avait quelque chose à lui dire. Je suis déçue qu'elle n'ait pas eu quelque chose. Je suis déçue que cette question n'ait pas reçu de réponse. La question, la question des filles qui vont se dénuder à Monaco ou pas le sexe sur Internet, ça, bon, ça m'intéresse pas beaucoup. Mais par contre, l'histoire d'aller dans des concours de beauté ou je ne sais quoi, voilà. La question du service sexuel monnayé, elle se met et de la monnayabilité de la beauté et de la jeunesse, hein, parce que ça concerne plus les jeunes que les personnes de mon âge. Hein. C'est vrai que ça a été de tout temps, c'est-à-dire qu'une belle femme, elle a toujours pu accéder à un statut du fait de sa beauté et de sa culture, si elle a été cultivée. Enfin, en tout cas, on cultive les femmes pour en faire de belles plantes, pour qu'elles puissent se monnayer. Donc c'est quelque chose qui a toujours existé. J'ai l'impression que c'était un petit peu ce dont parlait cette personne-là. Après, où ça se passe, comment ça se passe, ça se différencie un petit peu selon les périodes, mais c'est quelque chose qui a toujours existé, hein, de préparer une belle dot et une belle fille, une bonne santé, qu'elle mange bien pour être belle et qu'elle ait de beaux cheveux pour attirer le regard et pour être désirable, pour faire à l'époque un beau mariage et maintenant avoir des relations fructueuses. Est-ce que ça répond à ce que vous pensez que cette personne avait dit et qui vous questionne vous aussi ? Et ce que je vous dis, ça parle pas à ce que vous êtes en train de questionner. Je me le demandais, j'avais l'impression pour moi. Je ne sais pas si Daniela, tu veux dire autre chose ? Je peux essayer. Je ne sais pas si je vais réussir à répondre davantage, mais je vais essayer. Il y a un principe qui est très important pour les féministes, c'est la sororité. Comme il y a la fraternité, il y a aussi la sororité. Comment on peut s'entraider entre nous ? Et encore une fois, mettre les choses en perspective au niveau du système. Pourquoi je dis ça ? Les concours Miss France, il n'y a pas l'équivalent masculin, ou il y a une tentative d'équivalent masculin, mais qui n'a absolument pas la même dimension. Et donc les concours Miss France, c'est comment on pense et on construit et on structure la compétition entre les femmes. Compétition entre les femmes qu'on retrouve à plein de niveaux. Comment on va considérer qu'une équipe de femmes, ça va être forcément problématique, parce que les femmes entre elles, c'est pas bien. Donc comment tout le système construit comme ça une sorte de compétition entre les femmes, et on peut le mettre en perspective effectivement avec l'histoire, et avec la manière dont Lévi-Strauss nous disait que le fondement de la société, c'était l'échange des femmes. Alors, Andrea Dworkin parle, pour signifier les femmes complices du système ou qui se conforment aux stéréotypes, parle de violence masculine par femme interposée. Si on parle de stéréotypes, on dit bien que chacun et chacune les incarne, ces stéréotypes. Et ce qu'Andrea Dworkin nous dit, c'est que parfois, il est plus facile, de manière pas véritablement réelle, mais il pourrait sembler plus facile de se conformer au système et de jouer le jeu de système pour se sentir protégé de ce système. Quand on fait des interventions dans les collèges et dans les lycées, on voit que les choses sont très très clivées. Il y a les filles bien et il y a les autres. Très clairement, en termes de vocabulaire, les filles bien et les putes. Et comment les garçons comme les filles défendent ces catégories. Alors comment on analyse ça ? Est-ce qu'on se dit que vraiment les filles ne sont pas correctes ? Comment ? C'est quand même, il suffit de vouloir pour pouvoir. Elles devraient souhaiter s'émanciper. Il ne tient qu'à elles de vouloir changer les choses. Est-ce qu'on dit ça ? Ou est-ce qu'on prend un petit peu de recul justement par rapport à la situation ? On se dit,
quelle est la dynamique ici et à qui profite véritablement la situation. C'est pour ça que c'est toujours intéressant de mettre les choses en perspective par rapport aux violences. Quand on dit qu'il n'y a pas de symétrie dans les violences, on peut aussi interroger à qui profite, qui est le plus gagnant dans ce système-là. Et dans ce cas-là, ça repositionne les victimes. Et dans ce cas-là, ça permet de se demander à qui on va s'adresser pour essayer de trouver une solution au problème. Il a été question de la responsabilité des mères. Là aussi, il y a une métaphore qui permet de visualiser les enjeux. On dit que dire que les mères sont responsables de l'éducation des enfants, donc c'est leur responsabilité finalement de faire changer la société. Mais en fait, on dit que c'est un petit peu comme vouloir vider une baignoire en laissant le robinet ouvert. L'éducation passe par les parents, mais pas seulement. Pas seulement. Donc, Brigitte Grésy parle des cercles d'impuissance apprise. Comment, finalement, les identifications sont multiples et comment tout le système pense la différenciation, la complémentarité, comment les enfants vont avoir accès à des jeux différenciés, effectivement, une utilisation de l'espace différencié, des vêtements différenciés, des vêtements pratiques pour les garçons, des vêtements esthétiques pour les filles, et comment tout le système s'entretient autour de cette différenciation, et comment on peut avoir l'illusion qu'il pourrait être plus confortable de jouer le jeu du système plutôt que de s'en émanciper. Je ne sais pas si j'ai répondu, ça va à peu près ? Oui, en fait, j'aime bien cette explication très sociologique, en fait, sur une organisation de la société pour guider l'adolescent ou la jeune adulte vers cette trajectoire. Je pense qu'il y a aussi une dimension individuelle sur la maîtrise des outils auxquels sont confrontés et des médias auxquels sont confrontés les jeunes, c'est-à-dire que cet Internet permet vraiment des choses tout à fait hors de la portée de ce qu'on peut se représenter, je pense, et mis côte à côte ce phénomène, cette facilité de diffuser les choses avec le manque de clairvoyance souvent des adolescentes sur finalement ces enjeux-là, ce sexisme et les risques qu'elles peuvent prendre au regard de cette différence sociale entre les sexes peut les amener des fois à prendre des risques finalement infinis auxquels les parents sont très loin de s'attendre puisque ayant eux grandi dans un environnement du point de vue des médias en tout cas radicalement différent. Il me semble que d'un point de vue individuel aussi il y a des éléments importants. Oui, je voudrais faire plusieurs remarques. D'une part, puisqu'il y a des gens de la Ligue des droits de l'homme, je les fais remarquer souvent, mais ils s'en moquent. On parle de vocabulaire, mais ça me semble très important. En 1789, les femmes n'ont pas eu de droits. Et ça, il faudrait que la Ligue des droits de l'homme l'entende. En Espagne, Zapatero, qui est un homme, a changé les choses en mettant « derechos humanos », ça veut dire les droits humains. Avant, c'était « derechos del hombre ». Dans les pays anglophones, c'est devenu « human rights », ce qui veut dire les droits humains. Je ne comprends pas qu'en France, on reste encore avec la Ligue des droits de l'homme. Franchement, j'en ai marre de l'entendre et que la Ligue des droits de l'homme soit sourde à ça. Voilà, puisqu'ils sont là, j'ose le dire sur le micro, parce que chaque fois on me dit non, ça vient du latin. Oui, je sais, je fais du latin, mais je m'en fous du latin. Il faudrait changer. Ensuite, je voudrais vous conseiller de lire un livre passionnant d'Olivia Gazalet qui s'appelle « Le mythe de la virilité, un piège pour les deux sexes ». Et elle développe, Olivia Gazalet, elle développe très bien justement ce mythe de la virilité qui détruit autant les femmes que les hommes. Et je trouve que ça, c'est important d'arrêter avec ce mythe qui fait du mal aux deux sexes. Voilà. Et enfin, je ne comprends pas pourquoi, nous les femmes, on est si dévalorisées, alors qu'il ne faut pas oublier qu'on met les garçons et les filles au monde. On ne devrait pas être le deuxième sexe, mais le premier sexe. Voilà. Bon, je vais tenter une réponse un peu engluée sur les droits de l'homme. En fait, je pense que c'est un peu un marronnier, c'est-à-dire que ça revient très régulièrement dans les instances de la Ligue, ça revient. Il y a un groupe de travail sur les droits des femmes qui régulièrement la question est remise sur le tapis, mais clairement ça passe pas, probablement pour des questions historiques, probablement que l'origine était
à l'initiative de la France avec une déclaration universelle des droits de l'homme. Oui, tout à fait. Peut-être que mes amis des droits de la Ligue dans la salle ont des choses à ajouter. Non, mais effectivement, c'est un terrain sur lequel on n'ose plus aller. Pourtant, on est quand même bien dans la lutte pour les droits des femmes. Ah ben, on s'y sent bien. Si... Oui, je suis d'accord. Oui, je comprends. Je suis d'accord sur le fond, je suis d'accord. Mais en fait, je pense qu'il y a autre chose dans une association que juste son nom. En tout cas, moi, c'est pour ça que je me suis faite. Bon. Mais effectivement, je me sens un peu mal à l'aise à cette table. On va prendre une dernière question et puis après, il faudra partir parce que là, il est déjà l'heure du départ. Il est 9h. Bon, alors, je voudrais faire 3 observations foudroyantes puisqu'il faut aller vite. Tout d'abord, on parle de stéréotypes et de système qui fait que les choses se répètent. Moi, je pense que les choses se répètent parce que nous avons tous un psychisme et un inconscient, et c'est l'inconscient et le psychisme qui fait fonctionner la répétition des choses et qui forment des systèmes, finalement, implicites. Et qu'est-ce qu'on dit aux petites filles? La petite fille, elle aura des seins, elle aura un soutien-gorge, elle aura des règles aussi, ça on en parlera plus tard, parce que c'est un peu gênant. Mais il faudra qu'elle plaise, etc. Et après on s'esbodie sur la capacité, l'intuition des femmes qui serait supérieure à celle des hommes. Par contre, le garçon, il a un kiki déjà. Il doit être viril. Il est déjà, et donc il doit être conquérant. Je pense qu'il y a des stéréotypes qui sont livrés là, et si on alertait sur le fait que il y a des psychismes en construction, qu'il y a de l'inconscience qui existe, parce que beaucoup de gens ne savent pas. Moi, j'ai découvert ces choses-là très tard. Quand j'étais jeune, je ne savais absolument rien de ces choses-là. Et qu'on structure à un moment donné du masculin et du féminin de cette façon-là, si on commençait à se poser la question comment alerter là-dessus, apprendre ça, et notamment à l'école, l'éducation nationale aurait fait un pas, me semble-t-il, dans la bonne direction supplémentaire. En même temps, deuxième observation, c'est que le masculin et le féminin se retrouvent partout. C'est la question des dominants et des dominés. Moi, il y a une chose qui me faisait toujours rire, c'est que je suis syndicaliste. J'étais syndicaliste actif du temps de Bernard Thibault, qui était secrétaire général de la CGT. Je lui disais, tu es le féminin, et Madame Parizeau est le masculin, parce que c'est le MEDEF. Autrement dit, dans des rapports de partenaires sociaux, il y a du masculin et du féminin, et il y a des rapports de domination qui existent en permanence. Et troisième élément, je me félicite ici que personne n'ait dit que pour féminiser le langage, il fallait mettre entre parenthèses un « e » derrière tous les masculins, pour faire croire qu'on était féministe ou qu'on était plus féminin. Je trouve que là, dans certaines formes, on a des adhérents, parenthèses derrière E, S, parce que c'est au pluriel, etc. Ce sont des formes de français, moi, qui m'insupportent, et je préférerais qu'on réfléchisse à d'autres règles comme celles qui ont été avancées, la règle de proximité ou autre, pour qu'on ait quand même un langage qui prenne mieux en compte tout ce qui a été raconté ce soir. Voilà, merci. Comme petit exercice, puisqu'on va s'en aller, qu'on ne sera pas là, la prochaine fois que vous rencontrerez un ami à vous, une amie à vous qui est là avec sa petite fille, essayez de ne pas dire « Oh, qu'elle est jolie, comme tu es bien habillée ». Essayez de trouver quelque chose qui ne soit pas genré de ce côté. Et si vous rencontrez un petit garçon, essayez de ne pas dire « Oh, tu es fort, c'est bien ce que tu as fait ». Vous allez voir que ce n'est pas si facile. On est vraiment imprégné de ce genre de... Et dans notre quotidien, c'est compliqué, hein, c'est compliqué, et les enfants l'attendent, les parents l'attendent, et nous le faisons toutes et tous. Merci à vous tous. Merci.